Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur Radio Watt FM et sur la télévision Autrui TV. Les médias et leur régulation ainsi que le bon usage des réseaux sociaux sont au cœur de nos échanges d'aujourd'hui avec un convoqué sur mesure, Abdoulaziz Bamogo, président du Conseil supérieur de la communication CSC. Bonjour Monsieur Bamogo et merci d'honorer notre convocation. Merci Monsieur le Président, merci de me recevoir. En face de vous, les juges Bernard Bougman et Geoffroy Vara siègent pour l'audience de ce mercredi. Bonjour juge Bernard Bougman. Bonjour Président Tomogui, bonjour juge Vara, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougman, bonjour Président Tomogui, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous et à nouveau bienvenue à cette audience du tribunal de l'actualité qui déroule maintenant son premier acte, la séquence avant-propos des juges que je convoque à présent. C'est la séquence avant-propos des juges et les juges ont désigné Bernard Bougman pour commencer. Merci Président. Mon avant-propos va concerner le sommet Russie-Afrique. C'est le deuxième sommet, après celui de 2019 je pense, donc qui a eu lieu à Sochi. Cette fois-ci c'est à Saint-Pétersbourg que le sommet aura lieu. En tout cas au niveau africain, les chefs d'État ne se bousculent pas. C'est sûr que la guerre Russie-Ukraine est passée par là, compte tenu également que derrière chaque pays, il y a un partenaire potentiellement puissant ou un allié de taille qui est parfois oriente en fonction des intérêts. On a vu également le coup de nerf le président de la Commission de l'Union africaine par rapport aux céréales, qui a aussi tapé du poing sur la table et regretté l'attitude du président russe Vladimir Poutine. Toutes ces choses-là ne sont pas pour faciliter cette situation. Alors cette année, je pense que c'est la deuxième fois le chef de l'État pour son déplacement, parce que dès qu'il est arrivé au pouvoir, son premier déplacement c'était à Bamako au Mali. Après, à moins qu'il y ait eu des voyages officieux, en tout cas pour le voyage officiel, c'est le deuxième du genre. Et j'ai dit cette année le sommet c'est à Saint-Pétersbourg. C'est un enjeu de taille pour la Russie, pour prouver que sur le continent africain, il y a des États qui comptent, il y a des entreprises, parce qu'il y a plus de 6000 entreprises qui sont attendues, il y a des entreprises qui travaillent, qui font du business avec les entreprises russes. Et donc c'est aussi sur les questions de l'agriculture, aussi des accords à paraffer avec des organisations de la société civile pour sur le plan multilatéral. Donc c'est un enjeu majeur, parce que Vladimir Poutine, après il y a le sommet des BRICS en Afrique du Sud, où un arrangement aurait été trouvé pour qu'ils ne viennent pas, mais Macron tape à la porte pour pouvoir venir, donc ça fait jaser. En tout cas, c'est un... maintenant, pour des pays comme le Burkina Faso, est-ce que le capitaine président pouvait ne pas y aller? Parce que c'est aussi même un enjeu pour la Russie de faire déplacer le capitaine chez eux. Le Burkina Faso aussi, c'est sûr que les autorités actuelles veulent montrer qu'elles ont la liberté de choisir les partenaires qu'elles veulent. Donc c'est aussi cette affirmation-là qui se cache derrière ce branle-bas. Sommet Russie-Afrique, peu importe la qualité du sommet, c'est qu'est-ce que nous gagnons, qu'est-ce que nous apportons, et en termes de savoir négocier, qu'est-ce que nous pouvons réellement négocier et tirer notre épingle du jeu. Au premier sommet, le Burkina faisait partie des pays vedettes, parce qu'on a renoué avec la Russie. Jusqu'à présent, l'ambassade russe au Burkina n'est pas encore opérationnelle, même si en tout cas le dossier est avancé. Donc, alors, comment est-ce que ça va se passer? On attend certainement les conclusions de ce sommet-là pour savoir les chefs d'État africains réellement qui y seront, compte tenu aussi de la situation. C'est ce que j'avais comme avant-propos. C'est du côté de Saint-Pétersbourg que ça se passe, mais nous sommes à Ouagadougou et nous écoutons à présent le juge Geoffroy Vara. Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner le Mali. Les sanctions prises par Washington, trois responsables maliens qui se retrouvent donc sous le coup de sanctions prises par les États-Unis. Il y a le ministre de la Défense, je pense que c'est Sadio Kamara, il y a le chef d'état-major de l'armée de l'air, il y a le chef d'état-major adjoint. Et ce qui leur est reproché, c'est d'avoir été d'un fort poids dans l'ancrage de Wagner au Mali et, disent-ils, certaines malversations dont ils ont
en tout cas les preuves. C'est ce qui est rappelé par la partie américaine. Et quand on regarde, c'est le gel des avoirs aux États-Unis, l'impossibilité de transactions avec des entreprises américaines ou tout autre intérêt américain. Bon, c'est clair que quand vous regardez, vous vous demandez qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence sur ces autorités-là. Je pense que c'est fort limité. C'est fort limité. Maintenant, ce que les États-Unis tentent de faire, c'est plutôt lancer c'est toujours dans la guerre qu'il y a contre Wagner, de brandir face à tous ceux qui feront ce type de choix-là, que les États-Unis ne vont pas accompagner et que plutôt il y aura des répressions derrière. Maintenant, le Mali est libre de ses choix, même si la partie américaine dit que depuis que Wagner est arrivé, en gros 2 ans, les civils sont de plus en plus tombés, morts, et ils parlent d'une hausse de 281%. C'est les chiffres qu'ils avancent. Donc, ça peut interpeller, mais ce sont des chiffres que les Américains avancent. Les Maliens sont libres de leur choix, je le dis encore. Ils sont libres de passer par les chemins qu'ils pensent être les plus porteurs pour recouvrer cette paix chère à ce pays-là. Et les États-Unis sont aussi très mal placés aussi pour donner des leçons lorsqu'il s'agit de faire intervenir des armées privées dans des pays. Dans beaucoup de pays où ils ont été présents, c'est bien ce qu'ils ont utilisé eux-mêmes, avec des armées privées américaines sur des sols où ils ont prêché venir faire le retour de la paix, alors que ça a été quelquefois un chaos après. Mais on attend de voir tout ce que cela va donner, mais c'est un genre d'éventail qui est en train d'être comme ça brandi, et c'est un genre de message pour les autres. Un message pour les autres, mais nous avons un message à délivrer au cours de cette audience, celui du bon fonctionnement des médias et des réseaux sociaux. C'est la 3e audience du tribunal de l'actualité pour cette 30e semaine de l'année 2023 qui reçoit pour vous Abdoulaziz Bamogo. Il est président du Conseil supérieur de la communication CSC. Il vient d'ailleurs de boucler un mandat plutôt difficile à la tête de cette institution, je dirais plutôt même démis, sinon un chouïa de mandat. Nous vous recevons, M. Bamogo, au moment où on se rappelle avec émotion du décès, le 25 juillet 2015, il y a donc 8 ans, de Adama Fofana, premier président de cette institution entre 1995 et 2001, alors qu'elle s'appelait Conseil supérieur de l'information CSI. Après lui, le CSI a été tour à tour présidé par Luc Adolphe Thiao de 2001 à 2008, Béatrice Noélie Damiba de 2008 à 2014, Nathalie Edwige Sommeyen de 2014 à 2018 et Mathias Tankwano entre 2018 et 2021. C'est ce dernier et démissionnaire que vous avez officiellement remplacé depuis le 6 décembre 2022, après avoir été élu par vos pairs le 31 mai 2022. Vous terminez donc un mandat que vous n'avez pas commencé, même si les règles ne vous autorisent pas à rebeloter. À l'heure du bilan, vous dites que diable suis-je allé chercher dans cette galère? Ou plutôt, chouette, je vais quand même pouvoir rebeloter. Non, pour ce qui est de la fin du mandat, je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse cultiver cette possibilité que chacun vienne faire son travail, parte en passant la main à quelqu'un d'autre qui viendra certainement ajouter une pierre en plus. Parce que somme toute, quand vous avez fait un travail durant un certain nombre d'années, vous n'avez plus rien de nouveau à apporter. Une nouvelle personne qui vient peut apporter, peut insuffler une nouvelle dynamique, et ce sera tant mieux pour l'institution. Pour ma part, je pense que le défi aujourd'hui, ce n'est pas celui de rester ou de rebelloter ou de... Non, c'est celui de pouvoir transmettre, de faire ce passage-là, vraiment, j'allais dire, en douceur, sans tension, sans problème, pour qu'il y ait un nouveau leadership à l'intérieur de l'institution, et que moi je devienne ancien président, pour regarder un peu comme ce que vous avez indiqué tout à l'heure. Et c'est le lieu pour moi, vous allez peut-être me permettre de rendre vraiment un vibrant hommage à ses prédécesseurs-là, à commencer par Feu Adama Fofana, qui a été celui qui a vraiment initié les choses, qui a
posé les premiers pas de l'institution, qui a porté l'institution vraiment avec beaucoup dans son cœur et qui a permis que ça puisse devenir aujourd'hui ce que c'est. Et aussi tous les autres présidents qui ont porté les innovations, les constructions, les recrutements jusqu'à ce qu'on soit à ce niveau de représentation institutionnelle. Je pense qu'il convient de saluer leurs contributions successives qui ont permis donc de développer cette institution. Personnellement, je saluerais le président Mathias Tonkwano, celui dont j'ai été le vice-président d'abord et qui m'a passé la main après 4 ans pratiquement de mandat et nous sommes arrivés ensemble en fait en 2018 et donc c'est ce mandat de 2018 là qui prend fin en 2023. Je voudrais le saluer pour tout ce que nous avons fait ensemble, d'abord quand j'étais vice-président et puis après tout le processus de changement. Et puis leur dire aussi un grand merci à eux tous parce que durant mon mandat, ils ont été aussi disponibles pour me conseiller, pour m'appuyer quand j'avais besoin. Et je pense que c'est à ça qu'il faut aboutir. Si demain je suis ancien président, je serai disponible pour donner mes conseils au président qui va me succéder. Et je pense que c'est comme ça qu'on construit quelque chose de plus durable, de plus fort. Parce qu'il faut toujours tresser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Quels ont été les temps forts de cette brève présidence? Quels sont les outils déployés ou élaborés pour impulser cette nouvelle dynamique dans les contenus des médias et la gestion des réseaux sociaux? Et quelles perspectives se dessinent à l'heure du bilan? De tout cela, il sera question au cours de cette audience avec les juges du tribunal de l'actualité. Bernard Bougman. Merci, Président. En tout cas, au début, ça n'a pas été simple. On a vu tout ce combat qui a terminé en justice et tout. On en a longuement parlé au cours de cette émission. Mais après, le délai, le temps qui vous restait était très bref. Est-ce que vous avez même pu faire quelque chose d'ailleurs? Ah, mais si, on a fait beaucoup de choses. Si vous me demandez ça, ça me... J'allais dire, ça me frustre. Non, parce que moi, j'estime, c'est vrai, vous avez parfaitement raison. On a eu, pour le temps de travail, c'est une demi-année, 6 mois à peine. Mais je pense qu'on a vraiment fait l'effort. Et moi, particulièrement, c'est les 4 instruments que nous avons pu adopter, initier à l'attention des professionnels des médias, mais de nos concitoyens également, pour dire que aujourd'hui, avec l'évolution des choses, on a beaucoup de médias. Et aux médias professionnels s'ajoutent les réseaux sociaux. Tout cela fait que la communication au public aujourd'hui dans notre pays et eu égard au contexte difficile de crise sécuritaire et de tensions sociales, la communication au public au Burkina Faso nous responsabilise nous tous. Nous devenons tous responsables de la régulation de la communication au public. C'est pas seulement le régulateur lui seul. Et c'est pourquoi on a adopté ces instruments-là pour dire aux professionnels, il faut que vous aussi vous accentuez davantage votre auto-régulation. Pour dire à nos compatriotes, il faut que vous régulez vous-même dans votre façon de prendre la parole dans les émissions d'expression directe et aussi sur les réseaux sociaux. Donc ces 4 instruments-là constituent à mon sens vraiment les principaux acquis, les acquis les plus tangibles de ce mandat-là. Du reste, vraiment, on a mobilisé nos collaborateurs, mais aussi les organisations des professionnels des médias pour nous accompagner dans l'adoption de ces instruments-là que depuis un certain temps nous travaillons à promouvoir auprès de notre jeunesse, mais aussi auprès des professionnels des médias. Et je pense que c'est vraiment, en termes d'acquis pour moi, c'est vraiment, ce sont vraiment là les éléments, les clés, quoi. Voilà. Et qu'on pourrait laisser aussi à nos successeurs pour dire, bon, voici ce qu'on a pu mettre en place, que vous pourrez éventuellement utiliser pour davantage impliquer l'ensemble de nos concitoyens dans la régulation des contenus des médias. Alors, en termes de... C'est-à-dire que sur les questions de réseaux sociaux, c'est vraiment les défis majeurs aujourd'hui pour la régulation et tout, pour la discipline au niveau des réseaux sociaux. Bon, ce n'est pas forcément l'apanage du Conseil supérieur de la communication. Quand il y a de l'interpellation à faire, on tourne le regard vers le procureur. Mais en tout cas, vous avez tenté tant bien que mal de pouvoir contribuer. Alors, aujourd'hui, au niveau des réseaux sociaux, qu'est-ce que vous avez pu faire concrètement? Est-ce qu'en termes de régulation, il faut s'attendre à ce que ça passe sous le giron du CSC ou bien ça doit rester forcément du fait de la justice? Et comment ça se passe? Parce que quand il y a des faits sur les réseaux sociaux, les gens disent, mais et le CSC dans tout ça? Oui, c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Et il y a une réforme qui est en cours, portée par le gouvernement. On attend de voir ce à quoi ça va aboutir. Mais je crois que l'idée, c'est effectivement de voir comment est-ce qu'effectivement on prend
prend en compte les problèmes posés par les informations qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, quand bien même ce n'est pas l'activité d'acteurs médiatiques professionnels. La réforme certainement va aboutir un peu à ce qu'on a vu un peu comme en Côte d'Ivoire, où on a dit bon, à partir d'un certain niveau, il s'impose à vous de respecter un certain nombre de principes liés aux professionnels des médias. Je pense que c'est à ça qu'on va aboutir. Mais en attendant, ce que nous on peut faire en tant que régulateur, parce que c'est vrai qu'on n'a pas d'attribution spécifique pour réguler les réseaux sociaux, mais nous avons la responsabilité de l'ensemble de la communication au public au Burkina Faso. Donc ce que nous faisons pour ce qui est des réseaux sociaux, c'est la sensibilisation. Et c'est pourquoi nous avons adopté les 10 conseils aux citoyens burkinabés pour des comportements responsables sur les réseaux sociaux. Et nous travaillons aujourd'hui à promouvoir l'ensemble de ces 10 conseils-là, pour leur dire il faut faire attention à ce que vous publiez, à ce que vous commentez, à ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. Et nous avons invité l'ensemble des organisations de la société civile qui sont actives dans l'éducation aux médias et à l'information, mais également les organisations de jeunes, pour leur présenter ces 10 conseils, leur en remettre les affiches, les flyers, pour leur demander d'accompagner le CSC dans la sensibilisation, dans ce processus pédagogique vis-à-vis de nos jeunes. Donc en ce qui concerne les réseaux sociaux, c'est vraiment ce sur quoi nous sommes. Dans la pratique, ce que nous avons fait au cours du mandat, lorsqu'il y avait certains problèmes qui se présentaient dont nous avions connaissance, parce qu'effectivement il y a certains citoyens aussi qui nous envoyaient les préoccupations lorsqu'ils voient sur les réseaux sociaux. Ce qu'on faisait, c'était de transmettre ça au procureur. Parce qu'en l'état actuel de nos lois, c'est le procureur qui a autorité pour réguler, pour interpeller, voilà, pour instruire, pour interpeller quelqu'un qui aurait posé un acte illégal, illicite sur les réseaux sociaux. Donc quand nous on avait connaissance, ce qu'on faisait, c'était de lui transmettre ça pour les dispositions à prendre. Quant à nous-mêmes, on s'est beaucoup investi dans la démarche de sensibilisation. Il y a 2 semaines de cela, nous avons organisé une grande conférence publique destinée aux jeunes de la ville de Ouagadougou, et on espère faire, et c'était avec l'accompagnement du CGD et aussi de NDI, et on espère faire encore d'autres activités de ce genre-là à l'intérieur du pays, toujours pour sensibiliser la jeunesse sur l'utilisation, le bon usage des réseaux sociaux. Nous recevons donc Abdoul Aziz Bamogo. Abdoul Aziz Bamogo est président du Conseil supérieur de la communication, et il nous parle de ces 4 instruments, les 4 instruments qui doivent réguler les médias et les réseaux sociaux. Il nous dit d'ailleurs, je cite, face aux périls qui menacent notre pays, nous devons tous faire preuve d'un grand sens de responsabilité dans le choix des mots quand nous nous exprimons dans l'espace public. Fin de citation. Geoffroy Vara. Oui, merci. On sait que dans les missions du CSC, c'est veiller entre autres à l'application des textes relatifs à la communication, mais aussi voir si la question de la déontologie qui incombe aux médias est vraiment respectée, et ça vous tient à cœur. Quel constat vous faites pour avoir été à la tête de cette institution-là, ce temps-là? Est-ce qu'on a des médias vraiment professionnels, ou il y a des égarements parfois? Oui, il y a des manquements parfois, c'est vrai, il y a des manquements parfois. Nous, les Burkinabés, on est très modestes, mais il faut dire la vérité. Nos médias sont professionnels. Il y a des manquements parfois, et c'est pourquoi le CSC va continuer à faire son travail d'observation des contenus médiatiques, d'interpellation des professionnels. Mais le constat qu'il convient, j'allais dire vraiment objectivement de faire, c'est que nos médias ont un sens élevé de la responsabilité professionnelle. En ce qui concerne les textes d'éthique et de déontologie, et même de la loi qui encadre leur travail, il y a de moins en moins d'interpellations sur le respect de ces principes-là. Et je dois dire que la plupart des interpellations que nous aurons fait au cours de ce mandat que j'ai porté sont beaucoup plus liées à des
facteurs économiques, sont plus liés à la pression économique qui pèse notamment sur les radios et qui les amène par exemple à faire la publicité des tradis praticiens, un truc comme ça, voilà. Mais sinon pour le reste, notamment le traitement de l'actualité, l'information et autres comme ça, il y a vraiment un grand effort de professionnalisme qui convient de saluer. Parce qu'il faut aussi reconnaître et les encourager dans ce qu'ils font de bien. Il ne s'agit pas seulement d'attendre que les gens fassent mal et puis on les... oui, ça c'est notre travail, c'est notre mission, il n'y a pas de problème. Mais ce que nous espérons, c'est qu'ils ne fassent pas les manquements. C'est qu'ils puissent respecter les principes. Et là où c'est respecté, ou là où c'est bien fait, il faut le reconnaître et les encourager dans ce sens-là. Moi, en tout cas, durant la période où j'ai travaillé, d'abord en tant que vice-président et puis en tant que président, j'ai observé vraiment un niveau de professionnalisme élevé de la part de nos médias. Et ça, il faut le saluer, il faut les encourager à continuer dans ce sens-là. Mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers, comme on dit. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte sécuritaire difficile, inédit, auquel personne n'a été préparé. Et donc, il faut travailler aussi avec les médias dans ce sens-là. Les manquements qui sont liés à ce contexte de défi sécuritaire, je veux dire, on ne pourrait pas les accuser d'être de mauvais professionnels lorsqu'il y a des manquements à ce niveau-là. C'est beaucoup plus parce que c'est quelque chose de nouveau auquel on cherche à s'adapter. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'autorité, on doit les accompagner. Et c'est dans cette démarche que nous sommes, à travers une approche plus inclusive, plus implicative des professionnels des médias dans notre façon de réguler, les appeler quand il y a un problème pour discuter avec eux. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ensemble, on essaie de réfléchir et de trouver quelque chose qui permet d'être dans le respect de la loi, dans le respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle, mais aussi dans le respect de l'intérêt supérieur de notre pays qui est dans une situation difficile. Une façon de dire pour les amener aussi à mettre en considération leur responsabilité sociale des médias au regard de la situation difficile que nous traversons. Donc pour moi vraiment c'est le lieu de saluer leur professionnalisme. J'ai eu affaire à des gens qui sont de vrais professionnels et qui ont beaucoup plus contribué à la régulation des médias. Il vous souviendra lorsqu'on a eu cette rencontre sur l'animation des émissions d'expression directe. Il y a eu de très grandes contributions. Nous, en tant que régulateurs, on avait des idées, mais quand on est arrivé dans la salle, il y a eu des contributions fortes et vraiment, j'allais dire, auxquelles nous n'avions pas pensé, qui sont venues de la part des professionnels et qui nous ont aidés à rédiger une recommandation qu'on a envoyée à l'ensemble des médias. Moi, je pense que c'est cette dynamique professionnelle et responsable là qu'il convient de saluer. Mais comme vous l'avez si bien dit, et ça c'est vrai aussi, il y aura toujours des manquements, il y aura toujours des problèmes. Le régulateur doit être toujours en alerte, toujours regarder et pouvoir toujours interpeller les gens en cas de manquement pour leur dire, bon voilà, ça ne doit pas se faire. Il faut essayer de réarranger ce manquement-là. Oui, c'est vrai qu'il y a la question de la promotion de la liberté d'expression, le droit à l'information. Moi, j'ai participé en tout cas à divers niveaux à beaucoup de rencontres que le CSC a initiées. Là-dessus, il faut dire que sous votre mandat, il y a eu beaucoup de rencontres, en tout cas avec et les patrons de médias, et les journalistes, et ceux même qui, comme vous le disiez tout à l'heure, sont sur des émissions d'expression directe. En tout cas, pour à chaque fois, revenir sur les fondamentaux et tout. Et même avec la presse aussi étrangère, absolument, ici, notamment avec le correspondant. Oui. Voilà. Mais il y a un élément qui est toujours ressorti. Bon, moi, en tant que journaliste, j'ai assisté à ce niveau-là à certaines rencontres. Lorsque vous invitez aussi les patrons de médias, j'allais représenter mon média. Et puis, lorsqu'il s'agissait des presses internationales, je venais aussi parce que j'étais correspondant. Donc, j'ai assisté à beaucoup de rencontres. Mais il y a un élément qui revenait très souvent. Et tout à l'heure, je parlais des deux points, la promotion de la liberté d'expression, l'accès à l'information. Mais dans le même point qui concerne les missions du CSC, il y a la question de l'accès des médias à l'information. Aux sources d'information. Et ça, à chacune des rencontres, ça revenait. Si, c'est vrai. C'est notre problème. Quand on veut l'autorité, ou bien quand on veut celui qui a l'information, c'est toujours difficile. Et vous nous disiez, on est en train de travailler là-dessus. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. D'ailleurs, les premières concertations que j'ai eues avec les professionnels des médias quand le décret a été signé,
j'ai rencontré les organisations procédures des médias, il y en avait 22. Et ce que vous dites est tout à fait juste. La constance dans toutes ces rencontres-là, c'était on est content que vous soyez désormais mis en marche. On veut que vous allez voir le gouvernement pour leur dire vraiment ils n'ont qu'à ouvrir la communication aux médias pour que les médias puissent faire leur travail. C'était la constante. Et nous nous sommes engagés dans cette démarche-là pour échanger aussi avec les acteurs de la gouvernance publique. Ce que je dis et que j'ai dit aussi aux organisations professionnelles des médias en retour, c'était qu'en échangeant aussi avec les autorités gouvernementales, en leur portant cette doléance-là, ce qu'ils m'ont expliqué et qu'on doit aussi pouvoir comprendre, c'est que dans le contexte de défis sécuritaires, l'information pour eux est stratégique. Et ils estiment que moins ils en disent, plus ils sont à même de sécuriser le pays. Pour eux, l'information, tant qu'on la garde et qu'on ne la diffuse pas, on a beaucoup plus de capacité d'agir sur l'ennemi. Donc, ils préfèrent communiquer le moindre possible. Et je pense qu'on doit pouvoir comprendre ça, parce que eux, leur préoccupation, c'est sécuriser le pays. Donc, ils ont besoin, j'allais dire, d'avoir le coudé franche, plus d'espace pour pouvoir le faire. Et si certaines informations mises à la connaissance, parce que nous, on pense en termes de l'opinion publique à informer, mais eux, ils pensent en termes de l'ennemi va avoir accès à une certaine information. Donc, nous, on doit pouvoir les comprendre et dire que oui, effectivement, ils ont besoin d'un certain niveau de discrétion sur certains éléments pour pouvoir faire leur travail. Donc, la façon de positionner mon discours avec eux était de dire, oui, nous comprenons cela, vous avez parfaitement raison. Et la sécurisation que vous êtes chargé de garantir concerne aussi les médias, concerne aussi les acteurs médiatiques. Il y a des radios qui ont été attaquées. Il y a des zones dans lesquelles les radios ne fonctionnent plus parce qu'il y a cette crise sécuritaire. Donc quand vous faites bien ce travail-là, nous aussi, nous sommes sécurisés, nous aussi on peut bien faire notre travail. Mais peut-être qu'il faut regarder dans le lot, parce qu'il y a certaines informations qui sont effectivement de nature sécuritaire, de nature stratégique, que nous comprenons, que vous ne voulez pas mettre dans l'espace public, qu'on comprend bien. Mais il y a peut-être d'autres informations qu'il est peut-être même important de faire connaître aux citoyens, parce que ça l'aide, le citoyen, ça l'aide à prendre en charge sa propre sécurité et à pouvoir contribuer à la sécurisation de notre pays. Si dans une zone donnée, il y a une crise et que le citoyen n'en sait rien, mais il ne sait pas vers où courir, il ne sait pas que faire vis-à-vis des autorités ou que faire vis-à-vis de citoyens lambda qui seraient en circulation dans son espace. Donc, il y a certaines informations qu'il convient de porter à la connaissance de l'opinion publique, parce que ça aide le citoyen à devenir un vrai acteur de sa propre sécurité et de la sécurité publique. Donc, on a tenu ce débat-là, et ce que je disais aux professionnels, c'est d'être patient sur la question et de permettre que ça soit, voilà, une œuvre, j'allais dire, de longue haleine, qu'on y aille mollo, on va peut-être obtenir de petits espaces, petit espace par petit espace, on pourra évoluer vers un champ d'information plus large qui leur sera accordé. Aujourd'hui, je pense qu'on peut saluer une certaine ouverture de choses. Voilà. Je ne dis pas que c'est seulement ça qui a contribué, mais je pense que c'est une bonne chose qu'on soit arrivé à ça, et même s'il y a encore des préoccupations dans ce chose-là, sur ce terrain-là, mais il y a quand même une ouverture de la part du gouvernement, des acteurs de la communication gouvernementale qui convient de saluer et qui permettent donc au gouvernement et aux acteurs des médias d'être dans un rapport, j'allais dire, plus fraternel, parce que somme toute, eux, tous les deux travaillent pour le même peuple, pour les mêmes citoyens. Les journalistes travaillent pour les citoyens, l'État, le gouvernement travaille aussi pour les citoyens. Si on arrive à trouver un terrain d'entente, c'est le citoyen, c'est le Burkina Faso qui gagne, j'allais dire. Mais le problème était aussi qu'il n'y avait pas trop ce dialogue-là entre les acteurs. Et c'est pourquoi les gens étaient contents quand le CSC a été mis en marche, parce qu'ils se sont dit le CSC va permettre que ce rapprochement-là
puisse avoir lieu. Effectivement, on a eu des cadres où on avait pu associer les FDS, les journalistes, et je pense que cette façon qu'ils aient eu de pouvoir dialoguer, bon, tout ça a vraiment servi, quoi. Ça a brisé un peu la glace, ça a mis les gens en confiance, parce que bon, comme disent les Moussi, si des aveugles sont distants, ils se jettent des pièces, c'est-à-dire que chacun a peur, il ne sait pas qui est de l'autre côté, mais quand ils se rapprochent, ils se rendent compte que bon, on est entre frères et on peut collaborer sans problème. Et donc je pense que ce rapprochement-là aussi a beaucoup aidé. Aujourd'hui, les FDS ont par exemple des contacts des journalistes, ils savent que s'il y a un problème, ils peuvent appeler tel pour dire ah bon voilà la situation et autre consort. Les journalistes aussi, quand ils ont besoin de telle information, ils appellent mais bon, je suis aussi conscient qu'il y a encore peu de chemin à faire dans ce sens-là, et comme je dis là, il faut laisser. Je pense aussi que plus la capacité de maîtriser la crise sécuritaire évoluera, mieux aussi à ce niveau-là, il y aura une ouverture de la part des autorités gouvernementales. Okay. C'est la 3e audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine qui reçoit pour vous Abdoulaziz Bamogo. Il est président du Conseil supérieur de la communication, président du Conseil supérieur de la communication presque en fin de mandat, donc un Conseil supérieur de la communication qui a mis en œuvre contexte sécuritaire oblige 4 instruments pour attirer l'attention des médias et du public sur un certain nombre de choses à observer. Les 7 points d'attention destinés aux acteurs médiatiques, la charte de bonne conduite des médias confessionnels, le guide de gestion des contenus à caractère confessionnel dans les médias non confessionnels, et surtout ce qui s'adresse à tout le monde, c'est 10 conseils aux citoyens burkinabés pour des comportements responsables sur les réseaux sociaux et dans les émissions d'expression directe. Bernard Bougman. Oui, au Burkina, il y a, en termes de médias, il y en a beaucoup. Hein. Oui. Presse écrite, radio, télé, avec oui. Internet. On a vraiment pour les médias qui sont déclarés, on est autour de 600 médias. Autour de 600, toutes catégories confondues. Oui, mais j'allais dire, c'est très peu par rapport à la réalité. Parce que en ce qui concerne, par exemple, les médias sur Internet, il y a de plus en plus de web télé, web radio, sites d'information, sans compter ceux qui créent des cartes d'information sur les réseaux sociaux. Si on veut les ajouter, on est... atteindre le millier, sinon dépasser largement. Oui, largement. D'accord. Mais maintenant, pour les médias classiques, bon, 10 médias traditionnels, radio, télé, oui. Il y a beaucoup également de portes, plusieurs porteurs de projets qui frappent à la porte du CSC. Oui. Il n'est pas rare que la question nous soit posée, est-ce que comment on fait pour obtenir une fréquence? Oui. En fait, on a l'impression qu'on n'en aura pas pour tout de suite de nouvelles fréquences. Oui. Ou bien c'est le politique qui dit bon il faut lancer, ou bien c'est le CSC qui décide d'ouvrir de nouvelles fréquences, radio, télé. Je vais vous dire mon opinion claire là-dessus. Je pense qu'on en a trop. Je pense qu'on a trop de télévision. Je pense qu'on a trop de radio. Et cela fragilise l'économie de ces médias. Ça fait que aujourd'hui, un média que vous avez, qui n'a pas la capacité de recruter même 5 agents pour animer son contenu, une radio que vous avez, qui ne peut même pas faire un chiffre d'affaires de 500 000 francs par mois, une télévision qui ne peut pas avoir une personne, même 50 personnes qui ne peut pas avoir, il y a problème. Il y a problème. Et ce n'est pas dû en fait véritablement à la qualité des acteurs ou des promoteurs. Pour moi, c'est dû plus à la quantité de médias qui dépasse l'assiette financière disponible pour le marché de la communication audiovisuelle au Burkina. Cette assiette-là n'est pas extensible. C'est-à-dire l'argent que les annonceurs mettent, par exemple, pour faire de la communication à travers la radio et la télévision, ce n'est pas extensible. Disons par exemple que c'est 10 milliards. Si c'est 10 milliards, que vous soyez 2 ou que vous soyez 100, c'est les 10 milliards que vous allez vous répartir. Aujourd'hui, par exemple, sur la télévision, on tourne autour d'une vingtaine de télévisions au Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, à côté ici, le marché de la télévision en Côte d'Ivoire, j'allais dire, c'est peut-être même 10 fois le nôtre. Mais ils ont 3 médias privés.
Ils ont Obama sur leur multiplex, chose TNT, je crois qu'ils ont 7 télévisions. Mais leur économie de télévisuelle est beaucoup plus forte que la nôtre. Mais nous, on en a la vingtaine. La vingtaine. Ici, vous prenez la vingtaine là, et plus que la moitié du chiffre d'affaires là est absorbé par la télévision nationale. Voilà. Après, tu as 1 ou 2 médias qui ont un certain chiffre d'affaires, mais le reste, quand vous avez cette grande quantité-là, ça fait que les gens n'ont pas suffisamment de moyens pour développer des contenus de qualité. Or, l'espace médiatique est désormais ouvert. Dans nos salons, nous regardons la télévision à partir des box qui offrent des contenus télévisuels de toute la planète Terre. Donc là-dessus, nos médias sont en concurrence avec les médias des pays voisins, les médias occidentaux, les médias asiatiques et autres consorts. Quand on rentre chez nous à la maison, on regarde ce que nos enfants et puis ce que les femmes la regardent. Beaucoup de fois, ce ne sont pas les médias nationaux. Pourquoi? Parce que la qualité du contenu des médias nationaux là n'est pas à la hauteur des autres offres qui sont sur le multiplex. Mais ça ne s'invente pas, ça ne se décide pas. C'est par rapport à leurs moyens financiers qu'ils peuvent faire des contenus de qualité. Tant qu'on a 20 télévisions là, la qualité du contenu des 20 télévisions là, ça va être à l'image de ce que chaque média peut absorber comme ressource. Les gens vont regarder d'autres chaînes dans d'autres pays. Quand vous regardez, effectivement, la qualité, c'est pas la même chose. Donc moi, c'est un peu ça que je regarde. Mais maintenant, c'est qu'on a libéralisé vraiment de façon très ouverte l'espace médiatique audiovisuel dans notre pays. À un moment où il y avait un certain accompagnement de l'État, mais aussi des ONG, des structures, des fonds à l'international qui aidaient, qui accompagnaient, tout ça. Mais depuis un certain temps, toutes ces sources-là ont tari. Toutes ces sources-là ont tari. Donc chaque média doit pouvoir compter sur sa propre capacité à lever des fonds pour le faire. Or, c'est très limité. Maintenant, comment on fait? Est-ce qu'on fait un retour en arrière? Comment on le fait? Je n'en sais rien. Et cela est d'autant plus préoccupant pour moi dans la position du régulateur que, au regard de la crise sécuritaire que nous traversons, quand vous avez des radios dispersées sur l'ensemble de notre territoire, qui ont du mal à avoir les moyens même de survivre, de fonctionner, comment vous vous assurez qu'ils ne bénéficient pas de sources de financement qui viennent d'acteurs dont vous vous méfiez, d'acteurs qui pourraient être contre le Burkina Faso? Vous en avez. Et les médias là, vous avez un grand nombre dans tout le pays, à tous les quatre coins du pays. Comment vous vous assurez que des acteurs qui sont contre le Burkina Faso n'utilisent pas ces médias là pour diffuser un certain nombre d'informations? C'est ça la préoccupation. Si vous avez un média qui arrive à s'en sortir à partir des annonces, des choses et autres comme ça, vous pouvez vous assurer que ce média-là ne va pas s'engager dans des choses qui sont dans une zone grise. Voilà. Mais quand ils n'en ont pas, la moindre source de financement qui vient, les gars vont... Donc je pense que c'est peut-être bon d'engager une réflexion là-dessus et de voir comment est-ce qu'on fait pour être dans une situation où les médias ont une viabilité économique, j'allais dire suffisante, pour qu'on s'assure que leur diffusion, leur contenu là aide notre pays dans cette situation difficile que nous traversons. Alors, nous n'avons déjà plus beaucoup de temps et vous venez de donner votre sentiment général sur cette question, un sentiment qui est d'ailleurs réaliste, mais vous n'avez pas répondu à la question du juge. Est-ce qu'il y a actuellement des demandes, en dépit de tout ce que vous avez décrit? Est-ce qu'il y a actuellement des demandes sur la table? Quelle est la situation? Il y a des demandes, il y en a. Chaque jour que Dieu fait, il y a des demandes. Mais moi, souvent j'échange avec certains, je leur dis, vraiment, si c'est pas parce que vous voulez là, si je devais vous conseiller, en tout cas j'allais vous dire, allez étudier profondément le marché avant de chercher à mettre votre argent là-dedans. La télévision, c'est un investissement au coût de centaines de millions, voire de milliards. Mais aujourd'hui, si tu développes une télévision,
quelle est la possibilité pour toi de faire des recettes en centaines de millions au Burkina Faso? C'est très limité à ces demandes. Est-ce qu'il a d'abord, en ce qui concerne les fréquences radio, le problème c'est qu'il n'y en a pas. Vraiment c'est saturé. Ouagadougou, c'est pas que Ouagadougou, presque partout. Il y a actuellement un processus d'optimisation de l'utilisation des bandes qui est en cours et qui pourrait permettre de pouvoir dégager quelques nouvelles fréquences. Mais s'il y a lieu, moi ma vision, ce n'est pas qu'on donne à de nouvelles radios, parce que je ne crois pas que ça serve. Ça rend même plus vulnérable notre pays. Mais je penserais à ce qu'on développe une politique de relais qui serait donnée à des médias qui ont une certaine capacité, qui ont une certaine rédaction plus forte, par exemple, qui ont un contenu de grande qualité, qu'on leur donne la capacité de pouvoir être présents sur l'ensemble du pays, plutôt que de créer de nouvelles petites radios qui se débrouillent, qui ont des contenus qui causent vraiment problème. Parce qu'avec de tels médias, on a une meilleure capacité de régulation, de suivi, d'accompagnement, et leur contribution à l'éclairage de l'opinion publique est beaucoup plus forte, plutôt que des petits médias qui s'en sortent pas, qui vont essayer de grappiller des sources de financement, ceci par là, qui sont souvent illicites. Geoffroy Vara, question à Abdoulaziz Bamongo, le président du Conseil supérieur de la communication. C'est un commentaire, il y a beaucoup de réalisme dans ce que dit le président du Conseil supérieur de la communication. Il y a une fragmentation du marché qui ne dit pas son nom, et ce n'est pas forcément au bonheur des différents médias. Et puis il y a le contexte que nous savons, qui est assez difficile, et ça, c'est clair qu'il faut bien regarder et avoir une claire vision des choses. Mais en même temps, tout à l'heure, il évoquait la question, par exemple, de la télévision nationale, qui prenait pratiquement plus de la moitié de la part du marché, mais parce que celui qui commande le plus ici, c'est l'État. Donc l'État se sert lui-même d'abord, et puis avec la réalité de ce que le privé lui paie son salaire, il paie ses impôts et tout, quand vous êtes du public, le travailleur, il émarge à la fonction publique. On n'est pas dans la même dimension ni dans la même réalité. Nous boxons avec un bras et avec deux mains, et des fois même ils peuvent même donner des coups de pied. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut avoir une réflexion. C'est vrai, vous avez parfaitement raison. C'est une réflexion qui est en cours, et peut-être que dans les réformes qui sont en perspective, on pourrait voir comment prendre ça en compte. Ça touche plusieurs problématiques. Par exemple, celle liée par exemple à l'audience des médias, parce que quand vous allez poser le problème, on dit il y a une forte audience de la part de ce média-là. Donc il faudrait qu'il y ait un travail sur l'audience des médias. Il faudrait qu'on étudie aussi cet aspect-là, parce que le média public bénéficie de la subvention, ce que n'ont pas d'une certaine subvention de la part de l'État. Bon, même si les médias privés aussi ont une certaine subvention, mais c'est quand même quelque chose de très réduit. Et puis il y a des médias qui sont des médias à caractère c'est des entreprises commerciales. Leur vocation, c'est vraiment de faire du chiffre d'affaires. Peut-être qu'il convient de réfléchir pour voir qu'est-ce qu'on leur accorde comme possibilité justement de pouvoir faire des retours sur investissement à travers la publicité. Je sais que dans d'autres pays, il y a des formules qui sont adoptées pour dire que tel type de média ne fait pas la publicité pendant tel moment, tel type de média à telle quantité de temps réduit, limité, pour faire la publicité. Mais je pense que tout ça doit pouvoir aussi se discuter entre les acteurs dans vos organisations professionnelles, par exemple comme UBS TV. Je sais que le président Sarré, au cours de son mandat, on en a beaucoup parlé. Mais je pense aussi que c'est des questions que l'organisation a mis un peu en stand-by à cause de la difficulté principale qu'il y avait avec le diffuseur de la TNT, qui a vraiment occupé l'ensemble de la préoccupation des éditeurs télévisuels pendant ce temps-là. Oui, et c'est vrai qu'on est en train d'aller allègrement vers la fin, mais le CSI, c'est aussi la publicité. Oui. Mais bon, c'est nous, on parle beaucoup, donc souvent c'est nous qu'on voit sur le secteur de la publicité. Oui, sur le secteur de la publicité, je suis particulièrement content qu'on ait pu mettre en place l'Observatoire burkinabé des médias. Vous me faites un peu chaud, parce que quand j'étais président de Publicitaires Associés, j'avais beaucoup travaillé sur ce terrain-là pour qu'on ait cet observatoire-là. Mais bon, on n'a pas pu réaliser ça. Après les deux présidentes qui m'ont succédé, on a vraiment fait évoluer, mais bon, mais avec l'avant-dernière
dernière, Aïcha Dabré. On avait beaucoup travaillé là-dessus et on a pu l'adopter il y a juste 2 semaines de cela. Vraiment, c'est un résultat qui me réjouit beaucoup parce que sur la publicité, la régulation du Conseil supérieur de la communication se fait de la même manière que la régulation des médias, c'est-à-dire a posteriori. Alors qu'en ce qui concerne la publicité, on peut quand même regarder le contenu publicitaire en amont, s'assurer qu'il n'y a pas de problème avant de diffuser. Mais comme la loi dit que le CSC ne peut intervenir qu'à posteriori, donc nous, on ne peut rien faire dans ce sens. On ne peut que constater que la publicité diffusée a causé problème avant d'intervenir. La mise en place de l'Observatoire burkinabé de la publicité permet de résoudre ce problème, puisque l'Observatoire peut regarder les publicités en amont, même mettre des visas pour dire que oui, cette publicité, on l'a regardée, c'est bon, avant que ça diffuse. Ça va protéger et les annonceurs, et les médias, et aussi les consommateurs. Donc c'est vraiment un aspect qui me réjouit beaucoup. Et je voudrais, à travers cette question que vous m'avez posée, permettre aussi de saluer tous les acteurs qui se sont engagés pour la mise en place de cet observatoire-là, notamment publicitaires associés, le ministère de la Communication, puis les associations des consommateurs du Burkina, UBS TV, UNALPHA, et dire mes encouragements encore au président qui a été choisi, Jean-Pierre Somda, qui est un connaisseur de la publicité du Burkina, et je suis convaincu que sous son leadership, en tout cas, on pourra faire une bonne montée en puissance de ce nouvel organe. Okay. Bernard Bougma, dernière préoccupation peut-être? Bon, dernière préoccupation, je pense qu'on a fait le tour, mais maintenant c'est le mandat est terminé, il y a une nouvelle équipe qui arrive, les enjeux, les défis arrivés au niveau du CSC, c'est quoi les défis prioritaires pour... Si le passe-président, bon, en griffe. Peut-être par rapport à ça, 2 mots rapides quand même sur ces 4 instruments que vous avez pu mettre, que vous avez élaborés et la continuité qui doit en découler. Oui, je pense que ça répond assez bien à la question du juge Bernard Bougma. Je pense que nous, dans notre vision, c'est de dire ceux qui vont arriver, vraiment, c'est des instruments qu'on pense qu'il faut vraiment travailler à promouvoir, à la fois auprès des professionnels, pour ce qui est par exemple les 7 points d'attention sur la responsabilité sociale des médias. Dans ces 7 points d'attention, on dit ce que nous pensons que les médias doivent faire au regard du contexte difficile de défis sécuritaires. Il y a aussi 2 instruments qui sont liés aux médias confessionnels, où on dit qu'il ne faut pas que les médias confessionnels soient un facteur de division de notre pays, mais que les médias confessionnels aident à ressouder le pays, la cohésion sociale, la paix dans notre pays. Il y a aussi le guide de gestion des émissions à caractère confessionnel dans les médias non confessionnels, où nous disons aux médias non confessionnels que quand on doit diffuser un contenu confessionnel sur vos antennes, vous avez la totale responsabilité de ce qui est diffusé là-dedans. Donc, il ne faut pas faire passer ce genre d'émissions-là en direct, il faut les enregistrer, il faut regarder le contenu, vous assurer que ça ne cause pas de problème avant de le diffuser. Et puis, effectivement, le dernier dont nous avons largement parlé, les 10 conseils aux citoyens burkinabés pour des comportements responsables dans les émissions d'expression directe et sur les réseaux sociaux. Nous pensons effectivement, pour répondre à la question de Bougma, que la perspective, ça doit être vraiment de travailler sur ces aspects-là pour mieux impliquer les acteurs dans la régulation. Parce qu'aujourd'hui, au regard du nombre de médias et au niveau des réseaux sociaux, on ne peut pas compter sur le CSC seul pour réguler la communication au public. C'est pourquoi nous avons mis en place des numéros WhatsApp et puis un site internet où on peut saisir le CSC. Chaque citoyen qui consomme un média devient un acteur de la régulation. Donc si vous permettez, le numéro WhatsApp, c'est le 51 52 41 60 et le 63 64 78 93. L'idée pour nous, c'est que chaque citoyen, même si c'est en langue, peut envoyer un vocal parce qu'il a suivi un contenu qui cause problème pour que le CSC puisse s'en saisir. Je pense que cette implication des acteurs-là peut aider à une meilleure régulation de nos médias dans notre pays et au regard du contexte très difficile que nous traversons. Et comme nous ambitionnons que les médias soient mieux régulés et que les réseaux sociaux soient bien utilisés, on vous permet, Monsieur le Président, de répéter ces numéros plus posément pour que chacun puisse les noter éventuellement. Merci beaucoup. Donc, pour alerter le CSC, il y a déjà le site internet www.csc.bf. Là-bas, vous pouvez saisir le CSC. Et ensuite, il y a les numéros qui sont des numéros de téléphone et des numéros WhatsApp également. Le numéro
51 52 41 60. Premier numéro WhatsApp. Deuxième numéro WhatsApp 63 64 78 93. Et vous, 51 52 41 60. Et puis le deuxième numéro 63 64 78 93. Merci, monsieur le juge, pour C'est un numéro pédagogique à retenir pour un travail pédagogique, aussi bien au niveau des médias qu'au niveau du public, des consommateurs, afin que nous tous, chacun, nous soyons effectivement des acteurs du bon usage des réseaux sociaux et finalement acteurs de développement national et acteurs de bonnes nouvelles à perpétuer dans ce contexte très difficile que nous traversons. Le temps qui nous est imparti pour cette audience est arrivé à son terme. Ainsi s'achève l'audience du tribunal de l'actualité de ce jour qui a évoqué à l'heure du bilan la nouvelle impulsion qu'entend apporter le Conseil supérieur de la communication à la gestion des médias et au bon usage des réseaux sociaux, avec à la barre des convoqués son président Abdoulaziz Bamogo. Merci, monsieur le président, monsieur Bamogo, d'avoir honoré notre convocation. C'est moi qui vous remercie. Encore merci pour tous ces temps d'échange-là. Merci aux juges, merci juge Bernard Bougman, merci juge Geoffroy Vara, merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Truth TV pour votre attention et pour votre fidélité. Rendons toujours hommage à nos forces combattantes, courage à chacun sur son front de travail et prenons soin les uns des autres en ces temps troublés où chaque matin que l'on découvre est une grâce infinie et chaque manifestation de solidarité une victoire. Le tribunal de l'actualité vous revient demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.